peut-être qu'on peut laisser la parole à la salle, prendre une première série de questions pour les participantes et participants du colloque. Je sais, il y a un micro qui doit circuler. Voilà le micro qui arrive. Bonjour. Monsieur. Ça marche? Ah, pardon. Oui, vous m'entendez? Bonjour, Alexandra Vatier, cabinet BE L'Évolution. J'avais une question face aux besoins de l'ingénierie que vous avez cités tous autant que vous êtes. Comment, du coup, dans les régions, vous arrivez concrètement à organiser ça quand on voit que I4CE propose une organisation à 7 équivalents temps plein par région? Donc, est-ce que concrètement, madame, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est quelque chose qui est mis en place? Et par ailleurs, peut-être plutôt au niveau national, comment, du coup, on développe l'ingénierie alors que dans les 6 dernières années, a été mis en avant une baisse de 10 à 25% des effectifs dans des organisations comme l'Agence de l'eau, l'ADEME, le CEREMA, l'ONF, etc. Merci. Alors, peut-être, comme on a le PDG de l'ADEME, peut-être. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu une réduction dans certaines premières phases des effectifs de l'ADEME. Et puis, là, on a vu sur la dernière période une rehausse assez significative de près de 90 emplois sur la dernière année du plafond d'emploi de l'ADEME. Mais je crois surtout que l'ingénierie, elle passe par les effectifs qui se trouvent en province. Et là, je pense que l'agence qui est l'ADEME a une partie des solutions. On a des directions régionales dans les 17 régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Et bien, aujourd'hui, l'ADEME, elle contractualise avec principalement des intercommunalités, parce que on a beaucoup été sur l'économie circulaire, les mobilités durables. Donc c'était l'échelon pertinent avec lequel travailler. Et aujourd'hui, l'ADEME, dans les contrats qu'elle entretient avec ses collectivités, elle finance, tenez-vous bien, de l'ordre de 600 équivalents temps plein en ingénierie. Des chargés de mission dans toutes les collectivités qui aident à la construction de plans économie circulaire, de plans mobilité durable. Et donc ça, c'est par rapport aux 1000 agents qu'on a à l'ADEME, c'est pas une petite annexe en termes de ressources humaines et en plus de ressources de qualité qui sont dans les collectivités et qui ne sont pas contractualisés. C'est pas du financement de projet, c'est des gens qui sont là sous l'autorité des collectivités pour travailler sur ces sujets. Eh bien, le sens de l'histoire, c'est probablement qu'on ait la même chose, la même contractualisation à venir sur les sujets d'adaptation, pour que ce travail à faire dans les collectivités, il repose sur une présence humaine de qualité, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent à l'adaptation. Là encore, adapter, si je peux me permettre cette redondance, à chaque réalité des territoires en question. Marie-Guide Dufay, vous avez le sentiment d'avoir suffisamment de ces moyens d'ingénierie pour mettre en œuvre aussi bien d'ailleurs les politiques d'atténuation que d'adaptation dans votre région? De toute façon, nous avons à faire ce choix nous-mêmes, avant d'aller dire il nous faut de l'argent. C'est un choix que nous devons faire, que de nous doter dans une collectivité comme collectivité régionale. Nous devons effectivement avoir des moyens d'ingénierie, et notamment des moyens d'ingénierie, comme vient de le dire le président de l'ADEME, en direction des collectivités avec lesquelles on travaille. Nous avons des contrats, nous, avec tous les territoires de notre région, pour leur amener des financements pour leurs projets. Mais nous dotons ces territoires de capacités d'ingénierie pour aller quand même dans le sens des orientations que nous donnons, c'est-à-dire que la transition énergétique et écologique doit être l'arête dorsale de tous les projets qui nous sont présentés. Donc on met, nous aussi, des moyens d'ingénierie à disposition des territoires. Sur la question des moyens, je voudrais simplement dire que aujourd'hui, le niveau régional, il est terriblement impacté par la question de l'explosion des coûts de l'énergie. Parce qu'on a 2 énormes postes consommateurs d'énergie. D'une part, les TER, c'est nous qui finançons la circulation de TER, donc l'électricité, puis d'autre part les lycées, le chauffage dans les lycées. Ces 2 postes-là nous font exploser les dépenses énergétiques. Je vous donne un exemple. Dans ma région, c'est 130 millions de dépenses supplémentaires dues au coût de l'énergie. Et en face, c'est 20 millions de recettes supplémentaires. Donc voilà, c'est juste très compliqué. Et si je dis cela, c'est pour dire que du coup, nous sommes confrontés à des vrais choix.
Donc, économie tous azimuts, partout. Mais effectivement, la direction que j'ai donnée dans ma collectivité, tant que je n'y vois pas plus clair, parce qu'en même temps, j'essaye de faire baisser toutes ces charges-là, et il y a des négociations qui sont engagées, notamment avec la SNCF, tant que je n'y vois pas plus clair, j'arrête un certain nombre de dépenses. Je viens de faire voter un budget très en baisse, en attendant un budget supplémentaire que j'espère pouvoir faire voter au mois de juin prochain. Mais je veux dire que toutes les questions de transition énergétique, écologique, elles sont le plus neutralisées possible. C'est-à-dire, on touche le moins possible dans toutes les contractions budgétaires que nous faisons, et quand nous allons reprendre un cours plus normal, je l'espère, quand on aura quand même un peu fait face à nos dépenses énergétiques, c'est par le prisme d'un budget vert qu'effectivement nous ferons les choix de priorisation pour revenir à telle ou telle dépense. Je pense que la notion de budget vert, elle est vraiment capitale, hein, et que ça doit être le juge de paix, effectivement, pour l'attribution des dotations. Mais déjà, voilà, je veux dire qu'en tant que collectivité, nous avons à faire ce travail-là, à construire un budget qui réponde aux critères de verdissement. C'est-à-dire que s'il faut faire des choix, eh bien, on donne la priorité à ce qui a une incidence dans le financement qu'on va faire, une incidence sur la question climatique. Christophe Béchu, sur la question de l'ingénierie, est-ce que justement, c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi, la France est historiquement un pays d'ingénieurs, on voit beaucoup de jeunes ingénieurs qui n'ont pas forcément envie d'aller travailler dans un certain nombre de secteurs liés aux énergies fossiles. Est-ce que c'est pas le rôle de la puissance publique de lancer un grand appel à cette jeunesse diplômée en leur disant venez travailler dans les collectivités locales, pour l'ADEME, pour le ministère de la Transition, on recrute pour l'adaptation et pour la transition? Bon, d'abord derrière la question de la jeune femme, il y a une réalité. Le ministère de l'écologie, de l'environnement, du développement durable, en 20 ans, c'est celui qui a perdu le plus d'emplois en pourcentage. Cherchez l'erreur, y compris par rapport au discours. Quand je dis le ministère, je veux dire le ministère et son périmètre, c'est-à-dire y compris ses opérateurs, et en incluant l'ONF dans le parcours, même si à l'heure actuelle, c'est un raccrochement Masa. En moyenne, 1000 postes par an. Le combat que j'ai mené et que je suis heureux d'avoir gagné, absolument pas pour des raisons personnelles, mais pour la cohérence de ce que je dis et de ce que je fais, c'est la stabilité sur les 5 ans des effectifs. Et comme dans les 5 ans, il y a la Société du Grand Paris qui va rendre des centaines de postes, ce sera en fait de la recréation, ce qui nous permet dès cette année de recréer des postes à l'ADEME, à Météo France, à l'ONF, bref. Donc là-dessus, c'est pas du tout un sujet tabou, au contraire, et c'est bien ce qu'on a enclenché. Ensuite, pour vous répondre, en fait, c'est la question du sens. Et globalement, à partir du moment où on a aujourd'hui des générations qui ont besoin de savoir pourquoi elles se lèvent le matin et de se questionner sur le sens. Et l'avantage de ces sujets, c'est que c'est l'occasion de se sentir doublement utile. Mais il faut là aussi qu'on passe de la préconisation théorique d'I4C à la réalité de l'intégration dans nos équipes. Je donne juste cet exemple. Ce n'est pas forcément en ETP qu'on calcule. C'est en réflexe dans toutes les directions. Et là, je prends 15 secondes ma casquette. Je n'ai pas créé comme maire d'Angers une cellule de l'adaptation. En revanche, il y a une personne à temps plein à la direction des écoles, uniquement sur la déminéralisation des cours d'école, qui explique qu'on est aujourd'hui le calendrier, que tous les parents d'élèves puissent savoir quelle année, dans le mandat, on aura déminéralisé, on aura fait en sorte d'accroître l'ombre, etc. Idem sur les espaces verts. Une personne à temps plein, mais peu à peu, l'enjeu c'est qu'il en forme d'autres, et donc il n'est pas identifié comme le référent adaptation. C'est qu'on a une diffusion de la bonne pratique qui se passe à partir de gens qui ensuite ont ces réflexes, et à la limite qu'on n'appelle même pas ça adaptation, mais juste amélioration du service public, parce que c'est aussi une manière de le faire vivre au quotidien. Peut-être on peut prendre une série de questions, 2-3 questions d'affilée, comme ça on essaie de faire circuler la parole. Merci. Bonjour, Laurence Roux, Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts. Je ne reviens pas à tout ce qui a été dit, je voulais juste insister sur un sujet qui est l'impulsion de modèles économiques de long terme. Donc la Caisse des Dépôts est à la fois non un opérateur de l'État, mais un établissement public d'intérêt général qui est en capacité d'accompagner les collectivités en ingénierie.
et en prêts de long terme sur fonds d'épargne, hein, qui sont sur le livret A des Français, et éventuellement dans le cadre de montage investisseurs, on va dire sur fonds propres de la section générale. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, ça a été dit, l'enjeu c'est aussi de dire quelles sont les dépenses qui vont amener des économies de fonctionnement, quelles sont les dépenses qui vont générer des recettes vertes, pour le faire court, et au-delà de la subvention, puisqu'on est en France, donc on pense tout le temps subvention, c'est regarder les modèles économiques et sur le temps long, avec des pas de temps, vous l'avez dit monsieur le maire, qu'est-ce que j'engage maintenant pour demain, et pouvoir les ordonnancer, les cadencer, les suivre, en regardant voilà, ces modèles, ces dépenses et ces recettes sur le long terme. Je crois que, en tout cas, nous, c'est dans ce sens qu'on réfléchit et qu'on est heureux aussi de pouvoir travailler en partenariat avec l'État et ses différents partenaires. C'est de vraiment arrêter de penser tout le temps financement court terme, alors que l'enjeu, il est d'impulser des modèles sur le long terme. Et si on peut appuyer l'ingénierie financière aussi dans ce domaine-là, on en sera très heureux. J'en profite aussi pour dire qu'on a débloqué 200 millions d'ingénierie pour accompagner les collectivités et les territoires pour s'engager dans des territoires plus sobres, pour aller dans plus d'adaptation au changement climatique, puisqu'il nous semble aussi dangereux d'opposer développement et sobriété, puisqu'on arrive dans des débats qui sont absolument irréconciliables au bout d'un moment. Donc voilà, je voulais juste me permettre de dire à quel point nous souhaitions être un partenaire de confiance, parce que confiance, il en faut pour aller dans ce long terme et y aller tous ensemble. Merci. Peut-être qu'on peut prendre une autre question et ensuite faire répondre les intervenants. Voilà. Bonjour. Bonjour, Alexandre Florentin. Je suis conseiller de Paris et président d'une mission qui s'appelle Paris à 50 degrés. Et j'aurais aimé savoir comment vous voyez l'articulation avec le ministère de la Culture et notamment les architectes des bâtiments de France sur cette question. Et si vous pensez que la responsabilité de ce corps, ou en tout cas du ministère, elle devrait être engagée quand il y a des décisions qui sont prises sous l'angle de la préservation du patrimoine, alors qu'elles se font au détriment de la santé publique. Merci. Peut-être une troisième et dernière question. Je vois. Oui. Oui. Ici. Ah oui, voilà, pardon. Dominique Chauvin, prospectiviste. On parle d'adaptation. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'adaptation. Mais en même temps, on parle de trajectoire, avec des trajectoires incertaines de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. La question, c'est adaptation à quoi? Je voudrais rappeler que lors de la dernière déglaciation, il y a 20 000 ans, c'est 4 degrés. C'est-à-dire qu'une déglaciation, c'est 4 degrés. Par conséquent, on ne peut pas parler de scénarios à 2 degrés, 3 degrés ou 4 degrés sans les qualifier, sans qualifier l'écart que ça représente. Parce que c'est cet écart-là qui va documenter l'adaptation auquel qu'il faudrait mettre en place. Et très rapidement, on peut voir qu'à 4 degrés, c'est sans doute impossible parce que l'adaptation nous échappe. Ou alors, il y aura une adaptation naturelle, comme tous les systèmes environnementaux savent le faire depuis des millénaires, qui consiste à reconfigurer le système à la contrainte. Par conséquent, ma question, quand on dit on manque de stratégie, est-ce que vous ne pensez pas que d'abord on manque d'une vision collective, d'une compréhension collective qui puisse être, je dirais, partagée par l'ensemble des acteurs afin qu'il y ait un alignement global cette fois-ci, et que l'adaptation devienne un sujet qui est compris en articulation avec l'atténuation pour qu'on adapte non pas les infrastructures mais qu'on adapte le système énergétique, le système économique à accueillir plus favorablement toutes les grandes transformations qu'a évoqué M. Cédric Odenis, qui sont vraiment les enjeux qu'il va falloir accueillir, y compris dans les territoires, pour permettre la synergie entre ces deux notions, atténuation et adaptation. Peut-être Ronan Dantec sur ce point-là, sur la question de la trajectoire et de ce que ça veut dire une trajectoire dans laquelle on est à plus 4 degrés. Effectivement, plus 4 degrés, c'est assez trompeur parce qu'en fait, à plus 4, plus 5 degrés, on n'est plus dans l'ère glaciaire, on est plutôt dans l'ère fournaise. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'il faut un seul scénario dans lequel on se projette? C'est une question intéressante. Plus 4 degrés en France, c'est donc ce que je disais, plus 2,5, 6 au niveau mondial.
C'est un peu au-delà, effectivement, des 2 degrés du GIEC qui disent après on rentre dans un monde de plus en plus compliqué. En fait, quand on dit plus 4 degrés en France, alors notre avis dit plus 3 au niveau mondial, donc un peu plus encore, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Et merci pour la question. Nous parlons d'un monde qui survit. Nous parlons de sociétés qui s'adaptent. Nous ne parlons pas d'un monde qui s'écroule. C'est très important. C'est peut-être ce qui manquait en fait en introduction. Si on est à plus 4, plus 5 degrés au niveau mondial, on est dans un monde qui s'écroule. Dans les deux, on est dans un monde qui s'adapte. De plus en plus difficilement, plus ça monte, mais on n'est pas dans le chaos. Et ce dont on parle, même on devient un peu barbant, et c'est bon signe, puisqu'on parle des CIL, des ETR, non, moi je veux plutôt une dotation. Alors, le journaliste se dit on va perdre la salle. Non, pas du tout, ça veut dire qu'on est rentré dans le sujet. Alors évidemment, pour les poètes comme Charles-Ville-Mézières, c'est plus compliqué, mais quand on est avec I4C, France Stratégie, on ne s'attend pas quand même à faire dans l'Alexandra. Et c'est heureux, et c'est important qu'on en soit à ce moment-là de l'histoire. Donc, je crois que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train d'adapter la France sur la fourchette haute d'un monde qui ne s'écroule pas. Peut-être que ça manque dans le narratif, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de migration, on n'a pas parlé... En fait, on ne vous a pas terrorisé, on ne vous a pas tétanisé en disant tout s'écroule. On vous a dit c'est très grave, mais on peut y arriver. Et à partir de là, on a des débats techniques, et sans reprendre tout le débat, parce que évidemment, je vais te couper avant, c'est quand même de dire, il y a une petite difficulté, j'ai bien entendu ce que disait Christophe Béchu, c'était très intéressant sur les budgets verts aussi, pour les régions. Malgré tout, mon sentiment, le sénateur, il est quand même sur les territoires en permanence, Christophe l'a été aussi. On a quand même demandé aux communes et aux intercos une nouvelle compétence. C'est une nouvelle compétence. Et une nouvelle compétence dans un temps court. Si on leur demande de trouver de l'argent ailleurs, mais où on ne va pas régler la police municipale, il y a des demandes de plus en plus fortes, on ne va pas réduire l'action sociale, on risque quand même d'avoir un goulot d'étranglement sur l'ingénierie. Et que je pense qu'en termes politiques, il faut quand même partir sur l'idée que c'est une nouvelle compétence non financée, dont on a un besoin urgent, et que donc, il faut quand même réfléchir sur un coup de pouce sur l'ingénierie et donc sur le fonctionnement. Je ne reprends pas tout le débat, mais c'est heureux qu'on rentre dans ce niveau technique de débat et qu'on sorte des grandes tirades sur l'adaptation, le monde qui ne va pas bien. Après, sur l'atténuation et l'adaptation, ça va évidemment ensemble. Et ça, je réponds, et je finis, promis, par rapport à la question, l'intervention de la Caisse des dépôts. Évidemment, si on réhabilite aujourd'hui le parc public, et Le Monde a fait un grand papier là-dessus pour dire que ça coûtait quand même extrêmement cher, on va faire adaptation et atténuation en même temps. Et à partir de là, on a besoin que la Caisse des dépôts nous propose de l'argent à 50 ans à un taux proche de zéro, ce qui n'est pas encore le cas. Parce qu'à 13 ans, ça ne marche pas. Donc, on a toutes ces questions derrière. Le tiers financement est certainement, ça c'est un point d'accord ancien avec Christophe, c'est une des réponses qui est devant nous. Mais on a cette masse financière à mobiliser, mais si on n'a pas l'ingénierie en urgence, et on ne peut pas demander aux petites intercos d'inventer une ingénierie en déshabillant le reste, parce qu'elles sont déjà au taquet sur le reste, on risque de là d'avoir un goulot d'étranglement qui fait que tout ce qu'on se dit ne se fera pas à cause de ce goulot d'étranglement-là. Et je ne l'en dis pas plus. Avant de laisser la parole à Christophe Béchu, peut-être un mot de Boris Ravignon sur ces questions aussi de financement. Oui, tout à fait. Et puis, pour répondre aussi à M. le sénateur, Rimbaud nous disait depuis Charleville, soyons absolument modernes. Je crois qu'être absolument moderne aujourd'hui, c'est assurément s'adapter et travailler justement à ce que cette adaptation et que notre transition écologique à laquelle on travaille tous, qui comprend effectivement de nombreux dispositifs d'atténuation, eh bien, elle soit elle-même adaptée, c'est-à-dire qu'on inclut vraiment dans chacune des actions de transition cette préoccupation de l'adaptation et d'une adaptation justement évolutive à des impacts qui peuvent avoir tendance à être effectivement plus graves et plus lourds. Moi, je voulais simplement souligner qu'il y avait, je crois aussi,
Alors, sur le sujet de l'adaptation, c'est plus difficile que sur le sujet de l'atténuation, mais une part de financement privé non négligeable, ou en tout cas d'initiative privée, qui peut se manifester. On soutient, nous, à l'ADEME, des initiatives comme celle, par exemple, des vignerons du Buzet, qui, aujourd'hui, sur leur secteur, sont en train de réfléchir à se dire c'est pas possible, avec l'augmentation faramineuse des températures que nous vivons, les cépages qu'on utilise, la façon dont on travaille, la façon dont on gère l'eau sur nos parcelles, tout ça va voler en éclats dans les années qui viennent. Et ils sont donc d'eux-mêmes sont venus proposer un travail sur l'adaptation. Alors au début, on est sur 1700 hectares, mais on va pouvoir, en travaillant, en expérimentant sur une petite partie, préparer justement l'adaptation. Et donc il y a là, avec un petit peu d'argent public, parce qu'il y a effectivement de l'ingénierie, un soutien, mais un vrai investissement des coopératives et des coopérateurs locaux, des viticulteurs du Buzet. Et puis il y a des projets effectivement oui. Très important sur cette question effectivement de la préservation des plants en lien avec tout à fait. Donc je crois que, y compris sur le sujet de l'adaptation, où effectivement il y a besoin d'un investissement en ingénierie, il y a aussi à s'appuyer sur de l'initiative privée qui vient au-devant des difficultés. Puis juste un mot, parce qu'il y a eu pour raconter une anecdote sur la question de l'ABF et l'urbanisme, j'avais à ma permanence beaucoup de gens qui venaient se plaindre du fait que leur demande d'isolation par l'extérieur était rejetée, et alors notamment après avis de l'ABF. Et donc c'était un peu la complainte, ah bah oui mais l'ABF a encore... Bon. Après examen, on s'est aperçu que en fait, c'était notre PLU qui interdisait cette modalité d'isolation, pour à la limite de bonnes raisons au départ. On avait voulu protéger les gens contre des isolations qui se faisaient par l'intérieur, qui donc réduisaient l'espace vital, etc. Sauf que, et puis qu'à l'extérieur, on empiétait sur le domaine public. Et donc, on est en train de réviser notre PLU pour permettre qu'on prenne un petit déport de 10 cm sur l'espace public, et ce qui va permettre de faire beaucoup d'isolation par l'extérieur et donc d'améliorer les choses. Et donc, les ABF, dans cette affaire, je le dis juste, comme élu local, ça m'est arrivé effectivement de trouver qu'ils poussaient un peu le bouchon, mais je pense que là, ils étaient bouc émissaires d'une situation dont ils n'étaient pas directement responsables, et il doit y avoir un certain nombre de cas dans lesquels ce soit aussi la situation. Christophe Béchu, sur ces deux questions, notamment donc celle du financement, comment on s'assure que ces financements, ce soient des financements qui sur le long terme, d'abord sont essentiels, mais aussi, entre guillemets, comme vous le disiez, nous fassent gagner de l'argent, c'est-à-dire que ce soit des financements qui soient efficaces sur le long terme, qui nous évitent des coûts. Et puis aussi, j'aimerais vous entendre, vous aussi, sur cette question des bâtiments de France, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la question de l'isolation, sur la question des panneaux solaires, donc quand on parle des sujets d'atténuation également. En fait, c'est une question qui, au-delà de l'objet qu'elle pose, montre bien tous les angles morts avec lesquels on peut se retrouver et la complexité du débat. Il y a un mot qu'on n'a pas évoqué ce matin. C'est le mot biodiversité, par exemple. On s'est concentré sur une politique qui se préoccupe de l'élévation de la température. On sait que ça impacte la biodiversité, que la biodiversité, les ressources, les systèmes nous aident aussi à nous préserver contre ça. Et là, on a parfois des injonctions contradictoires. Je vous renvoie à la première version du débat sur l'accélération sur les énergies renouvelables, avec le fait de savoir si, du coup, on pouvait s'asseoir sur certaines procédures pour aller plus vite dans ce qui nous permettait de nous adapter ou de tenir compte de ces différents sujets. Dans un autre contexte, la question que posent les ABF, c'est est-ce qu'il faut subordonner toutes les politiques que nous conduisons, que nous connaissons, à l'impératif climatique, ou est-ce qu'il faut qu'on conserve, dans un certain nombre de domaines, une capacité à avoir autre chose que les enjeux climatiques? Il faut évidemment qu'on regarde le climat avec beaucoup d'urgence, mais pas avec cécité sur les autres enjeux. D'abord parce que dans toutes les discussions qu'on a eues, je pense qu'il n'y a pas ici une personne qui imagine qu'une transition efficace, c'est une transition qui ne prend pas en compte les personnes les plus fragiles, et donc ça suppose déjà, dans un certain nombre de cas, d'avoir une approche qui est nuancée. Et ensuite, parce que pour embarquer tout le monde, quand vous faites des bougées législatives ou quand vous faites évoluer des priorités, il faut être capable de les expliquer. J'ai rencontré les ABF, évidemment, et l'association autour d'un certain nombre de sujets. Et pour avoir été maire d'une ville dans laquelle nous concentrons presque la moitié des monuments historiques de toute la région, je vous assure que c'est une question qui, au quotidien, comme Boris Ravignon, a pu m'occuper.
de façon très concrète, le lieu dans lequel je travaille, l'hôtel de Roquelaure, il y a un simple vitrage flouté qui est monument historique. On ne peut même pas mettre du double vitrage parce que ça ne serait pas conforme au rendu extérieur que ça doit avoir. On s'apprête à lancer, là, dans les jours qui viennent, l'appel d'offres de géothermie qui va nous permettre d'atteindre un niveau de performance énergétique comparable à une isolation par l'extérieur, voire supérieur, en détourant la difficulté ou le problème que nous avons. Il faut des évolutions dans l'approche. Il faut évidemment que le patrimoine tienne compte de ce qui finirait de toute façon par l'abîmer si on ne fait rien. Donc il y a un côté où l'inaction n'est pas une option, mais le fait tout à coup de dire on s'assoit sur tout ce qui existe et la priorité ça devient ça, et on peint en blanc un toit en ardoise qui est en covisibilité de la cathédrale, ça n'est pas non plus une option qui est souhaitable dans ce qu'elle génère. Donc le groupe de travail des ABF qui est en train, à l'échelle de leur association nationale, de regarder comment édicter aussi des guides de bonne pratique. Il y en a déjà qui existent sur toute une partie des usages, sur les panneaux solaires. Et puis on a la chance d'avoir des évolutions technologiques qui répondent à une partie de tout ça. Personne ne peut rester inactif, mais il faut qu'on regarde ce qu'ont été les raisons d'agir de tel ou tel domaine. La question des financements, elle est directement liée. Si je me retrouve avec un coût de l'inaction, il est raisonnable de s'endetter et de revoir la question de la dette pour ces questions écologiques. Et si vous aviez été député, vous m'auriez entendu le dire à la tribune de l'Assemblée il y a 10 jours. Je souhaite, dans la continuité des budgets verts, et nous venons de lancer le travail, qu'on ait une réflexion sur la dette verte à l'échelle des collectivités, parce qu'on ne peut pas comparer celui qui fait une dépense pour aller créer une salle de spectacle ou une piscine, et il faut continuer à s'amuser, à être heureux, mais ça génère des dépenses de fonctionnement à la fin. Et celui qui va faire un investissement pour aller changer son éclairage public, parce que quand vous passez au LED, c'est 68% en moyenne de baisse, et on n'a que 15% à la minute où nous parlons des 30 millions de lampadaires de ce pays qui sont équipés en LED. Bon, et là, qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il y a des biais, il y a des problèmes en termes de confort d'usage. Vous gagnez en confort d'usage, vous baissez les factures, c'est mieux pour le climat, c'est mieux pour la reproduction des chauves-souris et pour les trames noires. Enfin, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez, c'est carton plein. Et ça fait gagner de l'argent. Donc là, investir tout de suite, ça a du sens. On présentera dans le cadre du plan eau, de manière très complète, aussi une bonification des aquaprêts. Je me tourne vers la Caisse des dépôts, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de financer sur très longtemps. On a aujourd'hui des taux de fuite dans nos réseaux d'eau potable qui atteignent 70% dans certains endroits du territoire, et on continue à avoir un discours ou des débats dans d'autres qui portent sur les usages alors qu'on potabilise de l'eau et qu'on la gaspille. On a aujourd'hui, enfin bref, je ne vais pas refaire les différents sujets, mais on est au cœur de tout ça. Et je termine par un mot. La particularité du débat qu'on a, c'est que celui-là, on peut l'avoir à l'échelle nationale. Ce qui n'est pas pareil pour l'atténuation. Si la France fait tous les efforts et qu'on arrive à la neutralité carbone, même en avance, si à l'échelle mondiale, les trajectoires ne sont pas alignées, on a un réchauffement qui se poursuivra au-delà des prévisions. Parce qu'on est interdépendants les uns des autres sur l'augmentation des températures. En revanche, sur l'adaptation, l'excuse que le voisin ne bouge pas, elle n'existe pas, parce que chacun a à définir ses propres règles, et pour le coup, au contraire, on doit être d'autant plus puissant sur l'adaptation que chaque jour qui passe montre bien que ce n'est pas une hypothèse, c'est juste un niveau d'ampleur, et sans mauvais jeu de mots, de degrés. Ouais, c'est effectivement, quand on dit que chaque degré compte sur l'adaptation, on le voit de manière très claire. Avant de se séparer, je vais laisser le mot de la fin à Gilles de Margerie, commissaire de France Stratégie, qui va nous rejoindre sur scène. Il arrive. Voilà, alors on peut dire au revoir à Christophe Béchu et le remercier de laisser sa place à Gilles de Margerie.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne veux pas interrompre parce que c'était absolument passionnant, mais c'est la fin. Et il me revient la tâche, pas de faire la synthèse, parce que franchement, il y avait trop de choses pour faire la synthèse, mais de partager avec vous quelques impressions et quelques leçons. La première impression, c'est que c'est quand même pas souvent qu'un débat était aussi animé. Je le dis souvent parce que vous en faites beaucoup. Et c'était de ce point de vue-là absolument formidable. Avec, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire 2 ou 3 des expressions fortes que vous avez les uns et les autres dites. Et tout le monde a été très créatif dans les expressions pour les partager, parce que ça fait partie des choses, je crois, que nous tous, nous allons pouvoir retenir en quittant ces lieux. Alors, dès le début, on a posé le décor en disant quelque chose qui est bien connu maintenant de nous tous, qui est qu'il faut éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. C'est quand même une formule extrêmement puissante et il faut vraiment y réfléchir. Que l'adaptation, c'est à notre main. Et ça, c'est évidemment un point absolument crucial. L'atténuation, on contribue, on fait ce qu'il faut, on s'insère dans un environnement mondial, mais l'adaptation, c'est à notre main. Et puis, il y avait aussi des expressions fortes sur l'impréparation qui est désormais un choix. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on ait tous en tête. Quand on ne se prépare pas au réchauffement qui va se produire, eh bien, on a fait un choix. C'est un choix négatif, c'est un choix d'abstention, mais c'est un choix. Et ça, c'est quelque chose qui plante le décor de manière extrêmement forte, de même que le ministre a planté le décor en disant que dans les travaux qu'il mène, il prend en compte le scénario à 2 degrés et il prend en compte le scénario à 4 degrés. Je pense que c'était extrêmement important d'entendre ça, parce que ça donne quand même l'ampleur de ce qui nous attend et de ce qui va être devant nous. Après, l'ampleur de la difficulté, vous l'avez exprimé remarquablement. Je cite simplement quelques-unes des choses. Vous avez dit, Madame Dufay, il faut lutter contre. Et ça ne va pas de soi. Vous avez dit aussi, je crois que c'était vous, qu'il fallait embarquer tout le monde, et que donc c'était quelque chose qui pouvait conduire dans certains cas à avoir une assemblée à feu et à sang. Et ce sont des choses extrêmement importantes, et pour nous très importantes aussi, parce que une des forces de la démocratie, c'est d'être en mesure d'assumer le fait qu'il peut y avoir des objectifs différents également redevables. La séquence finale recevable, la séquence finale autour des ABF, elle était extrêmement instructive. Le ministre n'a pas dit qu'il fallait faire abstraction de ça. Il a proposé une méthode pour que le dialogue avec eux soit possible et qu'ensuite on surmonte les obstacles éventuellement excessifs qu'il mettrait à un certain nombre de choses. Il faut éviter la maladaptation, il faut embarquer tout le monde, je l'ai déjà dit. Et à la fin, et ça je crois que c'est une des grandes leçons, c'est qu'il y a parmi les intervenants un très large accord sur le fait qu'on ne peut plus négliger l'adaptation, que le temps est venu de la prendre en compte, qu'il est temps de la prendre en compte avec en tête un scénario qui pourrait avoir lieu de 4 degrés, que ça ne résout pas tous les problèmes et que sur la manière de s'y prendre, il y aura irréductiblement des points de vue contradictoires. Et ça, je pense que c'est une des grandes choses qu'il faut aussi retenir de notre entretien. C'est pas facile à faire, c'est devenu plus facile à dire maintenant. Chez France Stratégie, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur ce qu'on a appelé les conflits de soutenabilité. Je vous renvoie à un excellent rapport sur le sujet qu'on a publié il y a quelques mois. Il faut assumer, et c'est la force de la démocratie, qu'il y a des objectifs dont la mise en œuvre peut conduire à des décisions opposées, et que la démocratie, ça consiste à y faire face, à définir ses priorités, à aller jusqu'au bout de l'argumentation rationnelle, et à ce moment-là, on peut aller de l'avant. Et je pense que l'une des raisons qui font que cette réunion d'aujourd'hui était dense et stimulante, et j'espère que vous l'avez appréciée comme moi et comme je crois vraiment beaucoup d'entre nous, c'est qu'aucun des orateurs n'a eu peur d'assumer qu'il fallait le faire, que c'était difficile de le faire, que ça serait un chemin semé d'embûches, mais qu'à la fin, l'importance de l'enjeu était telle que ça justifiait qu'on se batte pour y arriver. Merci de votre attention et surtout, merci à tous les intervenants. Merci.